De nombreux travaux de recherche éclairent sur la spécificité du jeu et du rôle dans les processus d'apprentissage. Les programmes scolaires, d'ailleurs, reprennent l'idée que le jeu peut favoriser ces processus d'apprentissage, motiver l'élève, l'engager dans les activités. À la DAN, nous utilisons très régulièrement des scénarios ludiques pour justement engager les élèves dans des contenus d'apprentissage. On retrouve des scénarios ludiques aussi bien en EMI, en e-éducation qu'en e-formation. Le jeu numérique, c'est une autre spécificité, donc, qui offre d'autres caractéristiques et d'autres avantages. Donc, la programmation, c'est l'ouverture vers de nouveaux langages, vers plus de créativité encore. Et c'est dans ce sens-là que nous avons choisi au niveau de la DAN d'explorer donc cette thématique du jeu numérique à travers deux grands objets. Donc le jeu vidéo pour la conception de jeux vidéo par les élèves et aussi le e-sport. Donc nous avons avec nos trois intervenants donc, et on a la chance de pouvoir les accueillir puisqu'ils sont vraiment au cœur de ce dispositif, de ces deux dispositifs d'accompagnement que nous mettons en place dans l'académie. Chloé Vigneault, qui est donc chef de projet digital, doctorante, et qui accompagne, donc, elle vous en parlera, des projets au sein de l'académie. Nous avons Marie-Cécile André, directrice des opérations chez Fusion Jeune, Fusion Jeunesse, excusez-moi, et qui, elle aussi, accompagne étroitement les expérimentations menées dans l'Académie de Versailles. Et Cyril Chartreux, donc le coordonnateur du groupe robotique, nouveau langage et monde numérique de la DAN. Donc nous allons donc profiter dès à présent de leur expérimentation, de leur analyse et de leur regard sur le jeu numérique, de manière à pouvoir comprendre de quelle manière celui-ci peut être un levier dans les processus d'apprentissage. Alors peut-être pour commencer, Cyril, peux-tu nous rappeler le premier projet autour de la conception de jeux vidéo? Est-ce que tu peux nous le redécrire et nous en parler de manière plus détaillée? Le tout premier? Ou alors celui qui nous mène actuellement? En fait, actuellement, on a trois grands projets autour de conception de jeux vidéo. Un projet par Fusion Jeunesse, je laisserai Marie-Cécile le présenter peut-être tout à l'heure. Un projet dans le département des Hauts-de-Seine qui s'appelle HDS Digital Games, où les enseignants sont invités à créer un jeu vidéo ou une borne d'arcade dans le cadre d'un projet de classe. Alors souvent, il y a des profs de techno, de mathématiques, de français qui sont impliqués dans ce type de projet-là. Et on a un projet qui s'appelle Faites vos jeux, un PPI, sur le département des Yvelines. D'accord. Alors, comment fonctionnent ces scénarios pédagogiques avec les élèves, avec les enseignants? Deux, trois mots sur peut-être celui des Yvelines. Alors sur celui des Yvelines, en fait, il y a l'appel à manifestation au mois de mai-juin qui arrive dans les établissements scolaires, dans les différents collèges des Yvelines. Les enseignants s'inscrivent sur le projet Faites vos jeux. Et une fois qu'ils sont retenus par le comité de pilotage, à partir de la rentrée, les enseignants auront un plan de formation de 18 heures environ, avec nous et avec Fusion Jeunesse, sur un peu l'approche expérientielle les outils qui vont être utilisés, comment techniquement on crée un jeu vidéo, les différentes étapes clés. Et puis nous, avec nous, l'expertise d'Anne sur, d'un point de vue pédagogie, faire un jeu vidéo dans une classe, comment j'aménage ma classe, quel changement professionnel, de gestes professionnels cela implique aussi. Et il y a un suivi de la part du coup, de Fusion Jeunesse, de notre part, des différents cordeaux aussi qui viennent, de Fusion Jeunesse qui viennent dans les classes accompagner le projet tout au long de l'année et qui amènent une journée de restitution au mois de juin, là, qui va avoir lieu le 16 juin pour nous. Où tous les élèves peuvent tester, découvrir les jeux qui ont été produits dans les différentes classes et il y a de meilleurs jeux selon les élèves et puis selon un panel de jeux. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui s'articule aussi bien avec des partenaires associatifs qu'avec la recherche pour pouvoir observer ce qui se passe dans le cadre de cette expérimentation et des collectivités qui s'impliquent pour pouvoir financer justement et mettre en œuvre ces projets. Donc, quelles sont les premières observations ou remarques que les professeurs font lorsqu'ils se lancent dans ce type de projet? La première année, surtout l'année dernière, on a des enseignants qui avaient déjà une certaine affinité pour le jeu vidéo et le jeu vidéo pédagogique. C'était déjà des enseignants qui se posent des questions sur est-ce que le jeu vidéo peut apporter quelque chose et puis est-ce que je peux créer des jeux vidéo en fait, depuis qu'il y a la programmation dans les programmes de l'éducation nationale. Donc voilà, on voit qu'on utilise beaucoup Scratch, etc. Mais les enseignants, plutôt que de faire une carte de vœux, plutôt que de faire un petit film, se sont dit est-ce que je ne peux pas détourner Scratch pour créer un jeu vidéo? On a été interrogé là-dessus, on a vu que c'était réalisable et puis qu'il existait beaucoup d'autres outils. Et ça, Chloé, elle a détaillé 140 outils de mémoire
j'ai suivi. Donc 140 outils de création de jeux vidéo qui étaient disponibles sur le net. Et se dire, voilà, aux enseignants, créer un jeu vidéo, c'est faisable en classe. Et ce qui nous a interpellé finalement à la DAN, c'est quand on mettait le projet robotique, donc de programmation pour sensibiliser à la pensée informatique, on avait quasiment que des profs de mathématiques et de technologie. Et là, sur les projets, voilà, sur le PPI de Faites vos jeux, on a des profs d'anglais, des profs en techno, maths, on en a toujours. On a des profs d'art plastique, on a des profs de musique aussi, donc on voit que ça interpelle toutes les disciplines et pas seulement les disciplines techniques. Des coordonnateurs d'Ulysse ou SECPA. Ouais. Alors dans la démarche qui est initiée dans le cadre de ces expérimentations, peut-être que Marie-Cécile, tu pourrais nous évoquer comment toi, au sein de Fusion Jeunesse, tu accompagnes et tu mets en œuvre avec quelle stratégie ces ateliers? Donc Fusion Jeunesse, l'objectif c'est de co-construire les apprentissages, d'apprendre autrement par l'apprentissage expérientiel. Et donc effectivement, pour nous, l'important c'est de nouer des partenariats, que ce soit avec des enseignants, que ce soit avec des collectivités, parce que Gabriel Brand-Lopez, le président fondateur, dit souvent il faut tout un village pour accompagner un enfant. Et tout un village, ça représente effectivement les enseignants, les collectivités, les parents, qui sont aussi des acteurs présents dans la formation. Et l'apprentissage expérientiel, c'est l'apprentissage par l'essai-erreur, et effectivement l'apprentissage par, on pourrait dire l'apprentissage par projet, mais c'est plus fort que l'apprentissage par projet, puisqu'effectivement, avec Fusion Jeunesse, les élèves développent un projet sur toute une année scolaire, avec une régularité, puisque notre objectif c'est la persévérance scolaire et l'apprentissage autrement, toute l'année, à raison de 2 heures par semaine, avec des équipes pédagogiques engagées, les élèves construisent un projet. Et dans le cadre du jeu vidéo, l'important c'est effectivement de donner du sens, enfin, dans le cadre des jeux vidéo ou des autres programmes, peu importe, c'est de donner du sens aux apprentissages. C'est comment un vecteur en mathématiques peut se transformer dans le jeu vidéo, comment la respiration en SVT en 5e peut être inclus dans la vie du personnage. Et on est vraiment sur voilà, donner du sens aux apprentissages. Très bien. Et dans les premières observations sur les ateliers menés cette année, quels sont les retours que l'on peut faire de ce que les réactions des professeurs, des élèves? Alors sur la réaction des professeurs, je pense que Chloé complétera aussi, de par son expérience en tant que coordonnatrice depuis 5 ans maintenant. Mais le retour des élèves, on va l'avoir prochainement, puisqu'ils sont en train de remplir le petit questionnaire d'évaluation finale pour l'année 22-23, avec une nouvelle modalité cette année de questionnaire. On n'est pas sur un questionnaire habituel, on est aussi sur un jeu vidéo pour répondre au questionnaire d'évaluation. En tout cas, ce que les élèves nous disent quand on va dans les classes, hein, c'est ce qu'on a fait ensemble en janvier, c'est que effectivement, les disciplines prennent sens, l'engagement dans l'équipe, le travail des compétences transversales est vraiment un plus au niveau effectivement de la dynamique de la classe, et qu'il y a une vraie implication des élèves tout au long de leur projet. Pour les enseignants, Chloé, je te laisse compléter. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai une double casquette parce que je suis, comme l'a dit Cécile, coordonnatrice de projet de création de jeux vidéo depuis 5 ans avec Fusion Jeunesse. Donc, j'interviens concrètement dans les classes. Alors, moi, je suis plus spécialisée sur les classes de lycée. Et j'ai également une casquette recherche. Donc, ma casquette recherche, c'est dans le cadre de ma thèse. J'étudie justement l'impact de ces ateliers, alors aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves. Parce que l'idée, c'est qu'on travaille en collaboration avec les équipes pédagogiques, que ça demande pas mal de travail en fait au niveau des enseignants de mettre en place ces ateliers-là, notamment, comme l'ont dit Cyril et Marie-Cécile, c'est comment les intégrer au plus près des programmes scolaires et des compétences qu'on vise. Et puis d'autre part, l'impact sur les élèves. Donc là, c'est concrètement, est-ce que les élèves arrivent à développer ces compétences disciplinaires et les fameuses compétences du XXIe siècle dont on parle beaucoup. Donc ça, on le voit vraiment concrètement. Du point de vue des enseignants,
il y a parfois au départ un petit peu d'appréhension parce qu'on est sur un médium, le jeu vidéo, qui n'est pas forcément évident à prendre en main, mais très rapidement ils s'aperçoivent, notamment avec la présence d'un coordonnateur Fusion Jeunesse, qu'ils sont parfaitement capables de mener ces ateliers en collaboration avec quelqu'un qui a un petit peu plus une casquette d'expert du jeu vidéo, qui va les aider en fait à voir ce qu'il y a dans le médium qui se rapproche de leur discipline. On a parlé des mathématiques, on a parlé de l'art, mais on a aussi le français. Écrire une histoire de jeu vidéo, ça nécessite d'écrire par définition. Donc on a vraiment ce rapprochement entre les disciplines et le jeu vidéo. Et après, au niveau des élèves, c'est assez incroyable. Et moi, là, je vais reprendre ma casquette un peu terrain. Moi, ça fait 5 ans que je vois des classes évoluer, des élèves se transformer complètement à la fin de l'année, et notamment l'impact est plus fort encore sur des élèves dits décrocheurs scolaires ou ayant des difficultés d'apprentissage, parce qu'on propose une nouvelle modalité pédagogique. Donc ça veut dire qu'on va proposer aux élèves d'entrer dans une discipline avec un projet, avec une mise en pratique concrète, plutôt que de passer d'abord par quelque chose d'un petit peu plus descendant. Donc il y a un vrai changement sur ces élèves-là, sans parler évidemment, on y reviendra peut-être, des questions d'apprentissage de la collaboration, de la communication, etc. Ouais, justement, au sujet des compétences plus précises, il est clair qu'il y a des compétences qui sont travaillées. Si l'on va plus précisément sur voilà, ces compétences-là, quelles sont les premières compétences que l'on observe et qui se développent au plus près des élèves dans ce cadre de ces ateliers? Alors, de manière transversale, si on doit parler tout niveau confondu, parce que là, vous avez notamment sur l'Académie de Versailles des projets qui vont du primaire au lycée, donc évidemment, on brasse large. Tout niveau confondu, on observe un gain d'autonomie énorme et un apprentissage de la collaboration. C'est les deux compétences qu'on travaille principalement parce que les élèves, ils créent leur projet en groupe, donc ils vont devoir collaborer, échanger, communiquer. Et ils vont devoir, à un moment donné, prendre un petit peu d'autonomie parce qu'ils sont justement dans une posture de création de projet. Ensuite, par niveau scolaire, on travaille évidemment, comme j'ai dit, sur les compétences disciplinaires. Et c'est là où on a besoin des enseignants, en fait. On a besoin que les enseignants s'impliquent dans le projet et on leur montre les tâches de jeux vidéo qui peuvent se rapprocher au plus près de leur matière. Donc selon les enseignants avec qui on collabore, on va viser des points précis du programme, soit justement en amont peut-être d'une séance où ces points vont être abordés, ou au contraire pour exploiter les apprentissages qui ont été faits. Et au moment de la création du jeu vidéo, on va remettre en place un certain nombre de compétences qu'on aura vues. Donc ça brasse très très large parce que c'est difficile d'être exhaustif. On a aussi bien les maths, le français et l'art, donc on s'adapte en fonction de chaque niveau. D'accord. Et l'élève producteur, l'élève acteur, est-ce que ça a un impact sur lui et lequel? Complètement. Alors déjà, il y a une sorte de fierté parce que les élèves, à la fin de l'année, ils sont fiers de leur projet et ça, on le voit chaque année quand on fait les journées de restitution. Il y a une vraie fierté. Et pour les élèves, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une découverte de certains métiers, puisqu'ensuite, il y a potentiellement des poursuites professionnelles, des poursuites d'études, soit dans les métiers du jeu vidéo, soit dans les métiers proches. On parle aussi, par exemple, d'écoles de commerce. Si on doit demain vendre un jeu vidéo, on aura besoin aussi de personnes qui savent mettre en avant la communication autour du jeu. Et on travaille aussi ces aspects-là dans le projet Fusion Jeunesse. Donc c'est très très large au niveau de l'impact sur les élèves. Et l'impact, il ne se juge pas que sur l'année. Il se juge parfois à 2-3 ans. Moi, j'ai des retours d'élèves qui ont quitté le projet il y a 3 ans, qui maintenant sont en école d'ingénieur parce qu'ils ont découvert le métier de programmeur. Et puis, il y a un impact aussi au niveau de la persévérance scolaire, du décrochage scolaire très clair. On a des enseignants qui nous disent tous les ans que les élèves peuvent être absents sur le cours de maths ou de français, mais ils sont présents sur l'atelier de création de jeux vidéo où ils retrouvent le professeur de maths ou de français. Et du coup, effectivement, c'est une façon de les raccrocher à l'école qui fonctionne très très bien. Pendant le confinement, aucun des projets n'a été arrêté. Donc c'est quand même un signe fort. Et c'est le résultat de 15 ans d'expérience avec le Québec. Alors dans le cadre des formations, Cyril, le jeu vidéo prend une place importante et de plus en plus au niveau de la DAN. Aujourd'hui, de quelle manière on s'en saisit pour justement peut-être questionner la forme scolaire? Qu'est-ce que éventuellement on pourrait ajouter par rapport à cet objet? Alors c'est vrai qu'au début on avait des formations qui étaient surtout de l'accompagnement des projets innovants, donc du 92, du 78 avec Fusion, où là vraiment c'était de dire l'objectif c'était remplir le cahier des charges mis en place par ces projets-là et d'aller jusqu'au bout du projet, donc du coup d'aider les enseignants qui étaient déjà volontaires. Après, depuis cette année, on a monté une formation apprendre la conception de jeux vidéo au PAF des enseignants. On a joué 2 sessions de 15 heures cette année.
Et là, c'est vraiment ouvert collège, lycée, c'est vraiment très large. Et là, on n'est pas du tout fixé sur un outil comme dans Fusion, on est sur Construct 3, donc un outil de création de vidéo spécifique. Mais là, on fait quelque chose de plus ouvert, où on laisse vraiment les enseignants choisir leur outil. Donc, c'est vrai qu'on adapte un tout petit peu la formation, parce que les enseignants qui veulent faire du Scratch peuvent le faire, ceux qui veulent aller sur House Studio, ils peuvent y aller, sur Construct, sur Explorer, sur Toxicon, etc. Il y a vraiment tout un panaché d'outils qui existent actuellement, et on laisse la possibilité des enseignants d'aller explorer. Et on est un peu sur cette phase un peu exploratoire dans les formations, où on dit aux enseignants, voilà, vous êtes volontaires pour être formés sur la conception de jeux vidéo. Nous, on va vous expliquer les grandes étapes clés. Déjà, de déconstruire l'image de créer un jeu vidéo, c'est que de la programmation. En fait, c'est 10 ou 15% d'un jeu vidéo, c'est de la programmation. Tout le reste, c'est de la créativité, c'est de l'artistique, c'est du décor. Vraiment, moi, hier, j'étais dans la classe d'un collègue qui a fait la restitution au sein de son collège. En fait, les élèves nous ont tous dit, on n'a pas eu le temps de finir des projets. Et c'est pas le manque de temps en programmation qu'ils ont relevé, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire tous les personnages, de faire tous les objets, de faire tous les décors, de faire tous les bruitages, tous les sons qu'on voulait mettre dedans. En fait, c'est toute la partie créativité qui est très dense, parce que la partie programmation derrière, ils nous ont expliqué, au début on a mis un carré, on a mis une plateforme, c'était juste une ligne, et on a créé le jeu, et après on a habillé le jeu de tout ce côté décoratif. Et donc nous, c'est toutes ces étapes-là qu'on aborde dans les formations qu'on met en dehors des projets spécifiques, et on laisse aussi un temps aux enseignants de dire, voilà, nous on vous propose des scénarios clés en main. Voilà, vous êtes en collège, vous pouvez faire un jeu de type Pac-Man en Scratch, et c'est clé en main en 6 étapes, et vous avez tout le dossier qui est mis à disposition. Vous avez un jeu sur Python aussi, vous êtes en lycée, vous voulez faire du Python, il y a un jeu qui est créé. Nous, on a tout mis en place pour dire, soit vous avez une idée, lancez-vous, et à la prochaine fois qu'on se voit, on en discute. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous avez des projets clés en main, saisissez-vous-en, et testez, et aux prochaines fois, on en discute tous ensemble pour que l'année prochaine, vous montez un projet ou participez à un projet académique. Donc on sent à travers ce que tu peux évoquer que ça reste accessible à tout prof aujourd'hui, et le choix du logiciel justement permet voilà, d'adapter les propositions de création à tous les enseignants. Donc jeux vidéo, mais pas simplement. Nous avons aussi dans l'académie des projets d'expérimentation autour du e-sport. Est-ce qu'on pourrait en parler davantage, Cyril, commencer à évoquer pourquoi aujourd'hui l'Académie de Versailles se lance dans cet objet, et quelle est la valeur ajoutée de ces ateliers e-sport? Alors ça, pour revenir un petit peu en arrière, c'est qu'en 2019, on a eu 2 événements sur l'Académie. Donc on a eu un tournoi e-sport inclusif à l'EREA Toulouse-Lautrec, qui permettait justement de faire une compétition de jeux vidéo entre élèves valides et élèves à besoins éducatifs particuliers ou empêchés, etc. Donc, pour leur montrer que tout le monde pouvait jouer, tout le monde pouvait compétiter, et tout le monde pouvait gagner et participer. Et donc voilà, on gommait un peu toutes les différences, garçons, filles, toute la mixité, toute l'inclusion possible. Et un autre événement en fait, il y avait le département des Yvelines qui avait un partenariat avec une équipe de joueurs professionnels, et qui ont organisé une journée pour faire découvrir ce que c'était que la vie d'un joueur professionnel de jeux vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien connaître les jeux, il faut pouvoir streamer ou prendre en direct, discuter de ces parties pour créer une petite communauté autour de soi. Et il fallait aussi avoir une très bonne hygiène de vie, en fait, une bonne alimentation, il faut faire du sport, il faut s'aérer. Un joueur professionnel ne passe pas 8 heures d'affilée à jouer aux jeux vidéo. Ils passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mais ils font des pauses actives. Ils ont toujours un réseau, ils ne jouent pas tout seuls, ils sont dans une équipe, etc. Donc, tout l'esprit de collaboration qu'on parlait sur la conception de jeux vidéo, on retrouve dans l'esprit e-sport. Donc e-sport, c'est vraiment les compétitions de jeux vidéo. Et donc depuis 2 ans, on a réfléchi à est-ce que ça pouvait venir dans un établissement scolaire ces temps-là. Et donc on a créé des ateliers e-sport en partenariat avec la collectivité, encore une fois, et puis une société experte de ce domaine-là avec Armatim. D'abord dans le 78 et puis maintenant aussi dans le 95, où on a des ateliers, donc des salles qui sont vraiment complètement équipées en e-sport. Pour ceux qui sont présents à Marly, on a mis des jeux sur la terrasse, donc vous pouvez venir tester et venir jouer avec nous tout à l'heure. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que ça a aussi un impact sur l'accrochage scolaire, sur la persévérance scolaire? Est-ce que ça permet de refaire venir un élève dans l'établissement? Est-ce qu'il vient que pour le jeu vidéo? Alors, au début, ils essayent de venir que pour le jeu vidéo, mais finalement, avec les contraintes du club, ils viennent tout au long de la semaine, donc ils reviennent déjà en classe. On voit une baisse des problèmes de comportement de certains élèves qui étaient avec des fiches de suivi des années précédentes, qui cette année, qui sont dans le club e-sport, n'ont vraiment eu aucun souci de comportement, aussi bien envers les élèves qu'envers les enseignants et les personnels de l'établissement. Et on travaille aussi tout ce qui est mixité, donc montrer aussi que les filles peuvent jouer aux jeux vidéo, elles jouent aux jeux vidéo,
mais qu'elles peuvent venir au club et elles peuvent faire la compétition contre les garçons, et même quand c'est elles qui gagnent, tout le monde au départ est surpris, et finalement ça devient normal dans le groupe que ce soit la fille qui va expliquer à un garçon comment on joue à FIFA. Donc c'est tous ces leviers-là qu'on essaie de mettre en place. Et par contre, ce qui est sûr actuellement, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer d'évaluer est-ce qu'il y a un impact sur les disciplines, sur les résultats scolaires. Ça, on n'a pas encore de retour pour le moment. Déjà, si l'élève revient dans l'enceinte du collège, s'il participe à tous les cours, s'il est actif dans ces cours-là, s'il change son comportement, potentiellement, ça peut avoir un impact. Mais les ateliers sont trop récents actuellement pour qu'on puisse l'évaluer actuellement. Il y a quand même des indicateurs qui ont été perçus par un certain nombre d'acteurs. Il y a des indicateurs positifs, voilà. Mais pour le moment, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que les ateliers sport permettent de gagner 3 points en maths. Ah oui. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas affirmer. Par contre, qu'on ait moins de soucis de comportement, qu'on joue sur le climat général de l'établissement, que l'élève ait un sentiment d'appartenance, de confiance en soi, et qu'il le développe, puis c'est intergénérationnel, parce qu'on est de la 6e à la 3e dans les clubs du sport, donc tout le monde se mélange, donc tout le monde se connaît, se reconnaît, ça change le point de vue aussi avec l'enseignant. Donc voilà, tout ça peut favoriser à ce que les notes et l'évolution scolaire s'améliorent, mais on n'a pas assez de recul pour le moment. Alors aujourd'hui, on a des joueurs, des gamers qui sont à la fois des élèves mais aussi des parents. On a un phénomène un peu exponentiel au niveau de la société. Quel est le regard de Fusion Jeunesse par rapport à justement cette activité et qu'est-ce qui se met en place par rapport à cet objectif d'accompagnement éventuellement? Comme le disait Chloé, on a des projets du CP au BTS, donc effectivement la grande question que l'on a des parents en début d'année, surtout pour les élèves d'école primaire, hein, c'est ah non mais il n'est pas question que mon enfant fasse aussi du jeu vidéo en classe, hein, il en fait déjà à la maison, donc en classe pas du tout. Et en fait effectivement ce qu'on leur explique c'est que surtout au niveau primaire, l'aspect programmation intervient vraiment très tard dans l'année, notamment parce que les compétences numériques, il faut aussi les cultiver et les acquérir. Donc tout le travail qui est fait autour de la conception du jeu vidéo, de la création, de l'esprit d'équipe et de la créativité. Donc, et effectivement, en fin d'année, les parents viennent nous dire « Ah ben oui, ils jouent moins à la maison, mais par contre, quand on joue ensemble, il est capable de détecter le bug ou l'amélioration qui pourrait être apportée au jeu vidéo. » Et sur les plus âgés, puisque effectivement on a aussi cette question-là, c'est tout l'aspect communication qui se renoue à la maison, autour du repas ou effectivement le week-end en famille, où jouer à un jeu vidéo se recrée du lien au sein de la famille. Donc, alors ça c'est un effet, j'ai envie de dire, que l'on n'avait pas forcément anticipé, mais qui permet de donner un autre impact au projet avec des parents qui s'impliquent aussi dans les projets de jeux vidéo, qui sont de vrais acteurs également des projets. Donc dans le cadre du sport, il me semble que le lien avec les familles est proposé. Donc comment est-ce que ça se met en place dans cet atelier sport au niveau des collèges? C'est vrai que dans la partie conception de jeux vidéo, les parents voient tout de suite l'intérêt. En fait, on va dire, on va travailler l'art plastique pour créer des décors, des outils numériques pour faire ça. On va faire du français, on va écrire une histoire, on va écrire des dialogues, on va raconter les dialogues, on va pouvoir expliquer tout ça. Donc les parents sont déjà convaincus par le projet de conception de jeux vidéo. C'est vrai que quand on arrive, on dit voilà, votre élève va participer à un atelier e-sport et donc il va jouer à League of Legends, Mario Kart, à des jeux vraiment publics on entend où il y a des compétitions vraiment nationales. Le premier, ils sont déjà très interloqués, interpellés en disant mais pourquoi? Et donc nous vraiment, voilà, il y a tout un temps au début d'explicitation et on fait une journée ouverte aux parents. On organise une journée thématique où les enfants peuvent jouer avec leurs parents. Donc déjà on va renouer un contact en disant mais voilà, les parents ne connaissent pas forcément les jeux auxquels jouent leurs enfants. Donc on crée un contact et ensuite on crée un temps de discussion avec un parent de joueur professionnel qui a découvert la notoriété de son fils où il a commencé à gagner quelques compétitions, à avoir une communauté sur Twitch, etc. Et donc elle, en tant que maman, elle a vécu les tensions que tout le monde est peut-être en train de vivre, elle a essayé de faire face à toutes les interrogations qu'elle s'est posées, et elle a cherché, elle, les réponses parce qu'il n'y avait rien pour les aider. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, voilà, les parents peuvent discuter avec cette maman-là, répondre à toutes les interrogations qu'ils peuvent faire. Est-ce comment ça va se passer à la maison, comment on en discute,
Est-ce qu'on doit réglementer le jeu? Comment? Est-ce qu'on passe un contrat avec son enfant? Voilà, voilà. L'idée vraiment, c'est vraiment tout est autour de la discussion. Et à côté de ça, on est aussi suivi par un psychothérapeute voilà, qui utilise les jeux vidéo déjà dans ces différentes thérapies pour montrer aussi que voilà, il n'y a pas forcément du mal, mais c'est pas forcément la panacée non plus le jeu vidéo. Hein. Mais voilà, ça peut être un bon levier, un bon temps aussi de partage et de dialogue entre enfants et parents. Voilà, donc on voit avec l'accompagnement et de plus en plus, nous dans le cadre du numérique à la DAN, et on a fait le parallèle aussi avec le TNE 95, la transformation numérique éducative du 95, ce dispositif qui a mis en perspective, en plus des contenus des équipements, un axe fort autour de la e-parentalité. Et là encore, dans le cadre du jeu vidéo et du e-sport, ce volet e-parentalité apparaît et est positionné de manière à ce que toute la communauté éducative se saisisse de cela. On évoquait les métiers autour du jeu vidéo. Comment est-ce qu'on accroche ou on inspire des jeunes à ces nouveaux métiers qui sont peut-être même pas encore créés aujourd'hui et qui sont des perspectives réelles pour tous ces jeunes. Complètement. Alors, le secteur du jeu vidéo est un secteur qui embauche massivement, hein, notamment en France, parce qu'on a la chance voilà, d'être dans un pays un petit peu comme le Canada qui soutient beaucoup cette industrie-là, où on a aussi des fleurons voilà, de l'industrie en France. Donc, on a effectivement intérêt à faire découvrir ces métiers aux jeunes parce que ça peut être des voies d'orientation professionnelle et encore une fois des voies très très variées. Ils vont aller aussi bien sur de l'art que, comme je disais, sur du marketing par exemple, le moment où ils vont vendre le jeu. Donc il y a des métiers très variés. Il y a aussi des filières de formation très variées, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur des longues études, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut aussi avoir des filières BTS, IUT, voilà, qui sont post-bac, mais qui sont à bac+2, bac+3 relativement accessibles. Et il y a aussi tout un tas de projets qui se montrent pour faire découvrir d'autres métiers. Par exemple, il y a un métier qu'on connaît assez peu, qui est le métier dit de Q&A, c'est-à-dire de testeur de jeux vidéo. Donc, c'est des gens qui testent les jeux vidéo pour voir s'il y a des bugs, justement. Et ça, c'est des métiers qui sont relativement accessibles. Ça permet, pour un jeune, par exemple, qui voulait rentrer dans l'industrie, de commencer par ce type de métier qui nécessite des formations à bac+2 et qui ensuite vont lui permettre d'évoluer vers d'autres secteurs. Donc le jeu vidéo en soi, c'est déjà un secteur, mais on a aussi tous les métiers autour du jeu vidéo. On parle beaucoup en ce moment notamment d'intelligence artificielle. Voilà, il faut savoir que ça, c'est des métiers qui sont très proches du jeu vidéo, qui font l'objet aussi de programmes chez Fusion Jeunesse et qui peuvent être aussi des débouchés professionnels. Donc on va dire que pour tous les élèves, il y a un intérêt à connaître, même s'ils ne s'orientent pas là-dessus, à connaître au moins les possibilités dans ce secteur-là. C'est intéressant. Donc, quel est l'impact aujourd'hui au niveau d'un établissement scolaire quand on positionne un atelier? Que se passe-t-il au niveau d'une équipe? Est-ce qu'on touche tous les enseignants? Que faudrait-il faire pour justement peut-être engager une dynamique collective? Ah, c'est pour moi. Alors, en fait, au départ, ça part vraiment des enseignants, de certains enseignants. D'un enseignant tout seul, il peut y arriver, mais c'est vrai que c'est un projet qui sont souvent lourds et compliqués à mettre en place. Sur créer un jeu vidéo, voilà, sur 25 semaines, ça doit une implication. Si je suis au collège, j'ai 1h30 ou 2h par semaine, donc en 2 heures, en 50 heures, créer un jeu vidéo, on a testé, c'est très compliqué. Donc c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte qu'un enseignant ne s'engage pas tout seul dans la création de jeux vidéo, mais qui s'associe à d'autres enseignants. Donc il y a un petit groupe d'enseignants qui permet justement de démultiplier les tâches et les actions pour permettre une bonne réussite du projet tout du long. Alors après, moi je ne suis pas là pour donner des recommandations, hein. C'est vrai que mon idée c'est pas de faire que tous les élèves de l'académie deviennent des développeurs de jeux vidéo, on n'en est pas là. L'idée c'est que dès qu'on a un groupe d'enseignants qui sont motivés par cette thématique-là, ou qui est peut-être un besoin de se dire bah, tiens je voudrais voilà, on va relancer une dynamique ou améliorer le climat d'une classe qui est peut-être compliquée en 5e, qu'on va garder la même en 4e, on va essayer de lancer une dynamique pour les faire travailler ensemble, les faire collaborer, les faire discuter ensemble et améliorer tout ça. Bah, voilà. Le jeu vidéo est un levier où nous maintenant avec 5 ans de recul avec Fusion et par les premiers retours du GT Nul, on se dit voilà, ça peut être un bon levier à tester, à expérimenter, et si jamais vous vous lancez là-dessus, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné par l'académie et par Fusion Jeunesse si vous êtes dans le projet Fusion.
D'accord. Alors, on évoquait GTNUM, qu'est-ce que c'est finalement ce groupe de travail numérique? Est-ce qu'on peut en parler, puisqu'on est engagé là-dedans, a priori? Oui, oui, complètement. Alors, nous sommes tous engagés là-dedans. Alors, le GTNUM, en 2 mots, donc c'est un groupe de travail numérique qui est soutenu par la DNE du ministère de l'Éducation nationale. Et l'objectif, c'est justement de tester très concrètement et d'étudier les impacts de ces ateliers en classe. Donc, comme le disait Cyril, en fait, on propose aux enseignants, alors appel à tous ceux qui le souhaiteraient à partir de la rentrée prochaine, on propose de mettre en place des projets. Alors, selon plusieurs modalités, évidemment, selon le niveau de classe dans lequel vous êtes, mais également, comme l'a dit Cyril, selon le nombre de séances dans lesquelles vous voulez vous impliquer. Alors, on a des projets un petit peu clés en main, tout près. On a parlé de Pac-Man sur Scratch, voilà, que vous pouvez faire dès le niveau primaire. On a les projets fusion tout au long de l'année. Donc, on propose plusieurs modalités et notamment, par exemple, des templates, des modèles de jeu que vous allez compléter avec vos élèves en 2-3 séances, juste pour tester déjà le projet, voir comment vous, en tant qu'enseignant, vous vous saisissez de ce type de projet, et puis le regard de vos élèves là-dessus. Et ça vous donnera peut-être envie de faire un projet tout au long de l'année. Donc, on va lancer cet appel, en tout cas à candidature pour les enseignants qui le souhaiteraient, qui peuvent mettre en place ce type de projet et nous faire des retours, nous, groupe de travail numérique, parce que l'objectif, c'est qu'en 2024, on édite un petit rapport en disant, voilà, l'impact concret, au niveau recherche scientifique aussi, de ces ateliers avec des indicateurs qu'on est en train de mettre en place. D'accord, c'est intéressant. Donc, en effet, aujourd'hui, l'idée, c'est d'expérimenter, mais d'évaluer, d'identifier les indicateurs. Donc, les GTNUM, c'est un véritable levier d'impulsion pour nous, et ça à la fois renforce nos convictions et puis permet de mesurer ce qu'on met en place au niveau académique. Si l'on souhaite aller sur les impacts pour les élèves de manière plus spécifique, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de l'installation de ces activités, de ces ateliers au niveau des établissements? Alors, on va travailler sur des indicateurs, par exemple, comme la motivation de classe. On a parlé de la question de l'absentéisme, on va interroger aussi les élèves sur la question de leur motivation. On parle beaucoup de la notion d'anxiété. Voilà, on a des problèmes d'anxiété scolaire aujourd'hui. Est-ce que ce type d'activité peut faire baisser l'anxiété? Et quand je dis ça, je parle aussi bien des élèves que des enseignants. On mesure les 2 indicateurs. Donc, on va travailler comme ça sur une série d'indicateurs et on va utiliser toutes les remontées terrain dont on va avoir besoin. Donc, par exemple, on a les questionnaires fusion dont Cécile évoquait. On a également donc, les indicateurs du GTNUM. Donc, nous, l'objectif, c'est d'avoir cette base en fait, de remontée d'indicateurs pour voir vraiment ce qui marche ou ce qui ne marche pas selon les types de projets, selon les niveaux, et ensuite pouvoir établir des recommandations. Avec des projets accompagnés ou avec des projets déjà d'enseignants engagés dans une démarche d'utilisation du jeu vidéo en classe sans forcément être effectivement accompagnés. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est d'observer ces différents résultats-là. Et est-ce qu'on peut évaluer finalement ce qui se passe? Est-ce que le jeu peut être évalué? La grande question, elle est un peu là. Ça c'est une vraie problématique. Faut-il évaluer? Faut-il évaluer? Alors, c'est une vraie problématique parce que donc là, sur le terrain, concrètement, les enseignants nous demandent souvent, bon bah maintenant, il me faut des notes pour le trimestre, donc il va falloir évaluer le jeu. Alors, la grosse problématique d'évaluer un jeu vidéo, c'est que le résultat final ne représente pas la somme du travail qui est effectué les élèves. C'est-à-dire qu'en général, les jeux qui peuvent être produits sont pas forcément, ont quelques bugs, sont pas forcément parfaits, sont pas forcément à la hauteur de ce que pensaient les élèves au départ du projet parce que c'est difficile de créer un jeu et pour autant la somme de travail elle est monstrueuse et c'est ça qu'il faut évaluer, c'est-à-dire il faut évaluer le travail qui est mis en place par l'élève, la motivation, l'engagement qu'il y a mis plus que finalement le jeu lui-même. Et ça c'est très compliqué parce que ça nécessite d'être très fin dans l'observation des séances et de trouver des indicateurs et d'évaluer différemment. On n'évalue plus la copie. On évalue la progression, et uniquement la progression. Donc là, là aussi dans le GTNUM, on est aussi en train de mettre en place des grilles d'évaluation pour aider les enseignants à regarder les bons indicateurs. À regarder, voilà, bah, finalement, si j'ai mis une image dans le jeu, c'est parce que j'ai recherché une image libre de droit, je l'ai modifiée, etc. Et tout ça, on ne s'en rend pas compte quand on regarde juste le jeu final. Donc on est en train de travailler là-dessus aussi. Alors, il y a le prof qui évalue, mais l'élève, est-ce que lui aussi peut jouer un rôle dans l'évaluation? Oui, complètement. Et puis, on favorise beaucoup l'apprentissage entre pairs et l'évaluation entre pairs. C'est-à-dire qu'on leur demande de tester les jeux des uns des autres. Ils sont parfois plus difficiles que les enseignants eux-mêmes dans leurs évaluations. Mais ça entraîne aussi la question du regard critique et puis de construire des critiques qui sont bienveillantes. Parce qu'on travaille aussi là-dessus. On travaille aussi sur les capacités de communication entre élèves. D'accord. Au niveau de l'ambiance filles-garçons, qu'est-ce qu'on observe finalement du comportement qui s'inscrit massivement à ces ateliers? Est-ce qu'il y a une différence importante aujourd'hui en termes de mixité?
Alors là, je vais parler aussi peut-être sur mon recul avec Fusion Jeunesse. Quand j'ai démarré avec Fusion Jeunesse, au début de l'année, on leur demande de choisir ce qu'ils ont envie de faire dans le jeu. Donc soit créer les dessins, créer l'histoire, faire la programmation. De manière assez caricaturale, il y a 4-5 ans, les filles voulaient faire du dessin et les garçons voulaient faire de la programmation. Et là, depuis 2-3 ans, on observe un changement complet à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est plus du tout justement aussi caricatural qu'on pourrait le voir. On a beaucoup de filles qui s'intéressent à la programmation. Alors je pense parce qu'il y a eu aussi des actions, notamment académiques, pour favoriser la mixité. Et aujourd'hui, moi, dans mes classes, j'ai plus de filles qui programment que de garçons. Donc on a un vrai impact à ce niveau-là. Et des garçons qui se sont mis au dessin aussi, ou à la rédaction d'histoire. Donc nous, la question justement de la mixité, elle est clairement prise en charge dans ces ateliers-là. À Fusion Jeunesse, on observe ça de manière générale aussi à l'échelle nationale? Complètement, d'autant plus que dans la constitution des équipes au sein d'une classe, on impose la mixité. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est un facteur de départ, chacun choisit son rôle, mais effectivement, il faut qu'une équipe soit mixte. Alors c'est difficile dans une classe où il n'y a que des filles et un garçon, ou vice-versa, hein. En lycée professionnel, sur le chef-d'œuvre en menuiserie, c'est forcément, effectivement, difficile d'avoir la mixité, mais ça fait partie de nos critères de base. De la même façon, comme le dit Chloé, ils choisissent un rôle, mais en fait, ils testent tous les rôles, tous les métiers qui ont rapport avec la conception de jeux vidéo. Donc, et ils se positionnent effectivement, in fine, quand ils ont testé. Et puis, ce que l'on observe dans les classes, c'est que bien souvent, la jeune fille qui était en retrait en disant « non, non, je vais faire du dessin », comme tu le disais, bah, l'équipe s'aperçoit qu'elle a des compétences en programmation et petit à petit la déplace dans son rôle dans l'équipe. Donc, effectivement, comme le dit Chloé, on a une montée en puissance des jeunes filles sur la programmation et on le voit aussi sur les programmes d'intelligence artificielle. D'accord. Pourtant, on a quand même au niveau du marché des jeux vidéo un marché extrêmement genré, quoi, quelque part. Alors, comment est-ce que ces jeux qui sont massivement quand même orientés garçons se retrouvent dans des ateliers de sport? Est-ce que ça s'équilibre? Est-ce que les filles s'y retrouvent, quoi, finalement? Bon, en fait, je vais dire que c'est un faux débat. Non. Tout le monde joue aux jeux vidéo actuellement, et chez les jeunes qu'on a au collège, lycée, c'est 94-95% des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Donc tout le monde joue aux jeux vidéo, mais par contre, dès qu'on passe sur le mode compétition, parce que tu parles de e-sport, là, il n'y a plus que 25% des personnes qui font des compétitions et qui participent à des compétitions de jeux vidéo. Et dans ces 25%-là, c'est 98% de garçons, parce que les filles ne vont pas sur les compétitions. Et en fait, nous, on le voit sur les ateliers e-sport du 78. Venir aux ateliers, on a la mixité parfaite. Expliquer à un garçon comment jouer à FIFA, ça fonctionne très bien. Dire, ben voilà, on a besoin de 5 joueurs qui vont représenter le collège le jour de la compétition. Toutes les filles s'effacent et sont là. Et donc, parce qu'elles ne se sentent pas légitimes de participer à ça, elles vont dire, ah pourtant, elles maîtrisent complètement le sujet. Mais elles ne veulent pas y aller. Et donc, en fait, on va partir sur des jeux, j'aime pas le terme des filles, parce qu'il n'y a pas de jeu filles, il n'y a pas de jeu de garçons, mais voilà, c'est des jeux qui leur parlent davantage, du type Mario Kart, il n'y a vraiment pas de violence, il n'y a pas de combat, c'est pas de l'affrontement, c'est vraiment du dépassement de soi sur Mario Kart. Just Dance, il faut vraiment bouger, il faut vraiment danser, et tout ça, où on a des garçons aussi qui participent à ça. Mais voilà, c'est pas un affrontement direct face à un autre joueur, c'est sa performance. Sur Mario Kart, si je gagne, il y a 90% de chance, c'est parce que j'ai pris les meilleures trajectoires, j'ai construit les meilleures cartes, et je connais bien le niveau qui me permet de prendre de pouvoir gagner et une bonne stratégie derrière. Donc ça ne dépend pas d'une personne qui va venir m'attaquer comme on peut voir sur Smash Bros ou sur FIFA ou c'est l'autre joueur. Donc sur ces jeux-là, par contre, on a la mixité qui est complète. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a certains jeux où voilà, c'est une mentalité à faire évoluer. Au départ, enfin, les premiers temps, quand on arrive dans la salle d'e-sport, on dit bon voilà, mettez-vous sur les jeux, les garçons vont sur FIFA, les filles vont sur Mario Kart. Mais comme l'atelier dure 1h30 et qu'un match de FIFA ça dure 5 minutes, au bout du troisième match, je commence à en avoir un peu marre. Et dit bon, on va peut-être te trouver une autre personne à qui jouer. Bah tiens, je vais défier là, tiens, tu veux jouer contre moi? Il va demander à une fille de jouer. Puis il va se prendre 3-0. Et puis il va dire ah bon, tu sais jouer? Bah oui. Et puis finalement, et là on commence à créer du lien alors qu'ils ne se parlaient peut-être pas du tout. Donc en fait, ça va prendre un petit peu de temps.
Mais voilà, comme sur les jeux vidéo, comme sur les robotiques avant, etc., on va y arriver, ça va se lisser petit à petit. Et après, dans la perspective d'emploi, notre partenaire Ubisoft dit clairement qu'entre une candidature garçon et une candidature fille, c'est la candidature fille qui est privilégiée en termes d'emploi. Il faut des conceptrices filles de jeux pour réattirer en effet tout ce public féminin dans ce cadre. Donc le jeu vidéo, donc, on l'a dit, c'est à la fois favoriser l'inclusion, favoriser le rapprochage, modifier le climat scolaire, travailler l'estime personnelle, retravailler les compétences disciplinaires en motivant et en faisant le lien justement, une certaine médiation avec le professeur. Donc tous ces enjeux, on essaie de le porter à travers vos actions, à travers les ateliers portés par la DAN. Et c'est vrai que tout ça participe de repenser le numérique et la forme scolaire d'une certaine manière. En tout cas, à la DAN, on est vraiment très, très heureux de pouvoir profiter de votre expertise et de pouvoir enrichir les enseignants de l'académie de vos travaux, de vos réflexions et de vos analyses. Donc la DNE aussi a un soutien précieux. On reste disponible pour accueillir, donc, comme l'a dit Chloé, d'autres projets l'année prochaine, d'autres candidats pour tous ces projets au niveau de l'académie. On arrive quasiment au terme de notre table ronde. Peut-être un dernier mot de la fin pour encourager peut-être à venir. Pourquoi aujourd'hui un enseignant devrait se lancer et oser exploiter le jeu vidéo comme levier à tour de rôle, peut-être si vous aviez un petit mot à dire là-dessus. Ben moi, je dirais que expérimenter, c'est une vraie richesse. Ça donne effectivement l'envie de se dépasser. Et pourquoi pas, effectivement, donner l'envie de se dépasser aux enseignants qui, du coup, vont rejaillir sur les élèves. Très bien. Oui. Bah, moi, je pense que pour les enseignants, c'est une occasion unique de créer un autre lien avec leur classe, de voir les élèves différemment. Et ce qui ressort, c'est vraiment ça. C'est des enseignants qui me disent « Ah, mais cet élève, je ne le voyais pas comme ça. Ah, mais cet élève, en fait, il apprend aux autres. » Et ça change tout. En fait, là, la relation enseignant-élève, elle est beaucoup plus forte à travers ce type de projet. Cyril? Tout a déjà été dit. Non, oui, c'est l'occasion pour les enseignants de motiver peut-être tous les élèves. Comme c'est vraiment un sujet qui parle à tout le monde, le jeu vidéo, ça permettrait vraiment à tous les élèves de s'impliquer dans un projet précis, avec un but à atteindre, vraiment un jeu à rendre. Et le sentiment de fierté d'un élève de pouvoir présenter son jeu lors d'un festival, ou même aux parents. Moi, j'y étais hier encore. Quand l'élève a présenté le jeu, là, je dis celui-là, j'ai déjà testé celui-là. Ah bon, vous avez déjà joué à mon jeu? Oui, oui, j'ai déjà joué à ton jeu. Ah bon, et vous en avez pensé quoi? Et tout de suite, il y a un sentiment il y a quelqu'un qui a joué à mon jeu. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose de vraiment très génial à voir. C'est magique. Et peut-être de faire équipe avec d'autres enseignants au sein d'un établissement aussi. Ça aussi, c'est un plus. Bah, écoutez, merci à chacun. Très bonne journée et puis merci aux auditeurs de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés pendant cette table ronde.